10 euros offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Match nul entre Manchester City et Arsenal, 0-0 pour lancer cette soirée de débrief. Dans quelques minutes, on se retrouve pour parler bien sûr d'Olympique de Marseille Paris Saint-Germain. 0-0 entre les hommes de Mikel Arteta et Pep Guardiola. À qui profite le crime? Parce qu'on a passé un dimanche après-midi relativement quelconque. Je crois que ça termine 12 tirs à 6, 3 petits tirs cadrés, quand on cumule les tentatives des deux côtés. Et c'était pas un grand match de foot. En général, on n'analyse pas les 0-0 sur la chaîne, mais celui-ci était tellement important. On voit la frustration d'Erling Haaland qui a eu une grosse occasion quand même en toute fin de match. Et celui-ci est tellement important pour la course au titre. En plus, je crois qu'il y a quand même des trucs assez riches ou intéressant à en dire, parce que je crois que c'est un 0-0 qui convient bien aux hommes de Mikel Arteta. Il avait l'air assez satisfait sur les changements qui ont été faits en cours de jeu, le petit gain de temps à la fin, et simplement la dure réalité qu'Arsenal vient de prendre 4 points cette saison contre Manchester City, aucun but encaissé en 180 minutes à l'Emirates, puis donc à l'Etihad. C'était le dernier gros choc entre deux membres du Big Three. Mais à qui profite le crime? Du coup, sans doute plutôt aux amis de Jürgen Klopp. Vainqueur 2-1 de Brighton. J'ai vu la fin de match, juste avant de lancer celui-ci, avec le but de Mo Salah à la fin. Super petite passe de McAllister. Belle action collective pour aller arracher la victoire. 2-1 pour les Reds, qui les propulsent tout en haut du classement avec 67 points. Ils prennent donc cette première place. Ça fait 2 longueurs de plus qu'Arsenal, 3 de plus que Manchester City, avec un meilleur différentiel de but. Cette course au titre est toujours aussi serrée, c'est quasiment le statu quo, sauf donc pour les partenaires de Jürgen Klopp. Juste avant de lancer le match, Sky Sports faisait un petit segment où ils interviewaient Klopp après Brighton et tout. On lui demandait, ok, bon, maintenant que la victoire a été acquise, quel résultat est-ce que vous voulez ce soir? Et il a dit que les deux perdent, toujours aussi facétieux, mais c'est peut-être un petit peu ce qu'il a obtenu. En tout cas, ouais, Liverpool prend la tête. Ça n'a pas été un grand match. Je ne sais pas qui est favori désormais pour aller chercher le titre. Est-ce que c'est toujours Manchester City comme le pensaient les bookmakers avant ce match-ci? Est-ce que maintenant c'est Liverpool? Quand on regarde le calendrier, je crois que, si mes souvenirs sont bons, je ne me souviens plus exactement, mais il semblait qu'Arsenal avait le plus compliqué quand même de tous. On va se les faire les trois là. Il y a un déplacement à Brighton qui arrive. Ensuite Aston Villa, c'est pas simple, 4ème de Premier League. Les Wolves, ok, bon, il y a quand même la double confrontation contre le Bayern dans le lot aussi, donc des matchs européens à gérer. Mais sinon, Chelsea, déplacement à Tottenham, Bournemouth, déplacement à Old Trafford, Everton, réception. Non, ça, pardon, c'est les matchs, ça doit être les matchs de International Champions Cup ou des trucs comme ça. Donc, ouais, il y a surtout des déplacements à Old Trafford, à Tottenham et réception de Chelsea, réception d'Aston Villa, déplacement à Brighton. Un peu, c'est pas évident. Pour City, on a Aston Villa dès mercredi là. Ouf. Réception d'Aston Villa dès mercredi, pas évident. C'est pour ça que Guardiola n'est pas content, parce qu'il enchaîne beaucoup de matchs, avec en plus Crystal Palace ce week-end, juste avant de se déplacer donc au Santiago Bernabéu pour le quart de finale de Champions. Mais donc Aston Villa, Crystal Palace, Luton, encore aussi un déplacement à Tottenham. Il y a la FA Cup bien sûr que joue City, cette demi-finale contre Chelsea qui arrive, déplacement à la Mex contre Brighton, Nottingham Forest, les Wolves, Fulham, West Ham, pour boucler la saison. C'est un enchaînement de 4 matchs relativement confortable. En plus, West Ham, peut-être le plus difficile des 4 sur le papier, c'est à la maison. Donc City finit bien la saison. Et Liverpool, qu'est-ce que ça donne? Sheffield United, déplacement à Old Trafford. Ouais, United va vraiment jouer un rôle important dans le fait de décider la course au titre. Tout le monde joue United. Liverpool à l'Europa League, où ils peuvent aller assez loin aussi. Crystal Palace, tout le monde, j'ai l'impression, joue Crystal Palace. Fulham, ok, Everton. Tottenham aussi. Est-ce que tout le monde joue Tottenham ou City peut-être déjà? Mais West Ham, Aston Villa, Liverpool, Wolves, c'est... Ouais, je pense Arsenal a le plus compliqué. Peut-être Liverpool le deuxième plus compliqué. Le déplacement à Aston Villa en 37e journée, là, il est quand même un peu piquant. En plus, Tottenham, West Ham t'enchaînent ça avec de l'Europa League où, franchement, Liverpool, pour moi, doit aller jusqu'à la finale, je pense. Intéressant. Mais on va parler un petit peu de ce match, bien sûr. On va faire le petit résumé tactique avant de lancer le Canal+ et Marseille PSG dans quelques minutes. Arsenal restait sur 8, ils en mettent que 7 là, Sky Sports, mais en Première Ligue, il y avait 8
ou toutes compétitions confondues peut-être, 8 défaites consécutives à l'Etihad pour Arsenal, donc c'est aussi pour ça peut-être qu'ils sont heureux de ce résultat. Toutes compétitions confondues aussi, City, c'était 33 victoires et 5 nuls, aucune défaite sur leurs 38 derniers matchs à la maison depuis décembre 2022. Aller chercher un point là-bas donc, quand on regarde ça, c'est pas rien pour Arsenal. Il y avait quand même peut-être une opportunité parce que City se présentait, mine de rien, il n'y avait pas tant d'intox que ça, c'est ce qu'on pensait un petit peu dans la preview, qu'il y aurait un peu d'intox. D'ailleurs, mon prono c'était 2-2 pour ce match. On a été loin du compte sur le résultat, ouais, mais sur l'enthousiasme offensif, loin du compte. City se présentait avec une arrière-garde plus dépeuplée que ce qui était peut-être imaginé. Finalement, Gvardiol, Ake, Dias, Akanji, pas d'Ederson. Donc ça veut dire Ortega dans les buts. Donc pas d'Ederson, pas de Walker, pas de Stones. Stones, c'était à peu près certain. Sinon, Rodri, Kovacic, Foden, De Bruyne, Bernardo, Haaland en pointe. Ok. Et côté Arsenal, il y avait quasiment tout le monde, à part Martinelli, mais qui est entré en cours de jeu. Jesus, Saka, Havertz, le trio. Odegaard, Jorginho, Rice. Saliba, Gabriel. Kivior, White, Raya. Mention tout de suite à la défense centrale d'Arsenal, qui à mon avis est le facteur décisif du match. Arsenal a super bien défendu. Bon, il ne s'est pas passé grand chose, mais c'est aussi pour ça. 58 passes dans le dernier tiers à 5 au bout de 20 minutes. City prend les devants sur le contrôle du match. Et ça ressemble à peu près à ça, avec un bloc bas, bien bas. Mais juste, Arsenal a été extrêmement solide défensivement. Je sais pas si... j'ai pas le classement là exactement du nombre de buts encaissés, mais Arsenal est la meilleure défense de Première Ligue. Et ils l'ont prouvé encore une fois, parce que ça a été très étanche. Cette dernière ligne-là, elle était jamais battue. Et on voit par exemple Declan Rice qui est ici en protection, qui va jaillir sur Rodri, tacle. Et derrière, il y a l'opportunité pour Arsenal d'aller attaquer. C'est les mouvements qu'ils voulaient initier. C'était le plan de jeu depuis le début. Défendre bien et ensuite aller percer sur les mouvements de transition. Havertz est servi, mais peut-être qu'il manque cette pointe extrêmement verticale, extrêmement tranchante pour faire super mal en transition. Parce que quand je vois Havertz qui combine avec Gabriel Jesus, c'est deux faux neufs avec aucun qui est vraiment, je trouve, capable de prendre la profondeur. Petit 1-2 qui n'est pas inintéressant, mais il est un peu long, Ortega s'en saisit. Et dans l'ensemble, je trouve que cette action-là, 25e minute, ça a été un bon symbole du match, où Arsenal a, 1, bien défendu, et 2, pas très bien joué ses coups. C'est un peu le truc que je dirais, c'est ce qui a manqué, ce qui a empêché les Gunners de vraiment faire le hold-up. Ils n'ont pas super bien joué leurs coups, que 6 tirs à la fin de leurs actions, un seul cadré, donc comme on a dit. Et pourtant, il y a 2-3 trucs intéressants à jouer, on va en reparler. Odegaard n'a pas été dans un très bon jour, je dirais même peut-être son pire match sous le maillot d'Arsenal, un des pires. Donc ça n'a pas aidé. Et c'est dommage parce que typiquement sur cette action, je pense que Havertz, il manque un petit peu d'esprit tueur. Il repère pas que Ake est blessé. Il doit sortir sur l'action d'après. Il a été touché, je sais pas, peut-être sur l'action précédente. Mais Ake vraiment traîne la patte. Et voilà, il doit sortir. Il est remplacé par Rico Lewis. Mais ouais, c'est un match qui démarre vraiment pas sur des très bonnes bases. 3 tirs au bout de 28 minutes. Un cadré pour Arsenal qui fait déjà son tir cadré du match. 5 ballons touchés. Quand on cumule les deux équipes, 5 petits ballons touchés dans la surface au bout de la première demi-heure. Une possession assez stérile de Manchester City. Ouais, juste parce qu'Arsenal défend très bien. Il y a eu des bons coups à jouer pour Arsenal ici, comme Kovacic, mauvais ballon, Odegaard, mais derrière, il n'y a pas vraiment de menace pour faire mal, pour punir. Jorginho est loin, Havertz est assez loin aussi. Derrière, ça va aller jouer autre côté sur Gabriel Jesus. Mais bon, voilà, Jesus ensuite rentre intérieur, mais l'avantage acquis sur l'action a été perdu. Et on voit aussi City est capable de plutôt bien défendre sa surface de réparation. Et sinon, côté Sky Blues a essentiellement procédé par centre. Un peu le symbole pour moi d'une défense bien en place et très resserrée dans les interlignes. Il n'y avait pas beaucoup de petits ballons à trouver. Du coup, c'était énormément de centres. Ou Arsenal, franchement, City aussi, mais Arsenal a la taille pour résister à l'impact. Quand je vois des gars qui se projettent, bon, il y a Erling Haaland toujours, mais il peut y avoir un Rodri par exemple qui rentre dans la surface pour apporter son mètre 89 ou un truc comme ça. Bah, Gabriel, Saliba, même Kivior il a de la taille, Rice il a plutôt de la taille. Ouais, c'était plutôt bien protégé et voilà, même Rodri ici ne réussit pas à gagner son duel aérien, ce qui a été un des facteurs déterminants de ce match. Franchement,
C'est 0-0, c'est pour un choc au sommet de Première Ligue. Moi, une des rencontres que j'attendais le plus de l'année, il y a une déception. Et si tu dis Première Ligue, meilleur championnat du monde, peut-être meilleur niveau de spectacle footballistique quasiment de l'histoire, avec deux des équipes les plus impressionnantes des dernières années, on peut s'attendre à plus. On peut être un peu déçu. Tu présentes ça à quelqu'un et tu lui montres ça. Et il y a moyen d'être déçu. Mais je pense que c'est à peu près le match qu'Arteta avait en tête. Je pense qu'il est très satisfait là en rentrant dans le bus, le train, le jet privé. Je crois qu'il est, il est relativement heureux. C'est pas toutes les saisons que tu prends 4 points contre Guardiola sans encaisser le moindre but. Et cette physionomie de match, j'ai l'impression qu'elle correspondait plutôt à ce qu'il souhaitait faire. Bémol, le fait, comme on a dit, de pas très très bien exploiter tes moments dangereux. Sur ce mouvement, là, Jorginho, Havertz, Akanji qui sort, il y a tellement un petit ballon à mettre là pour Odegaard, mais comme sa prise de balle est pas bonne, il se la met dans le sens inverse du jeu et il peut être repris par le retour de Rodri. Très bon retour. City a aussi très bien défendu. Mais ouais, c'est ces petits moments là comme ça où Arsenal avait peut-être un meilleur truc à jouer et ils n'ont pas su profiter de l'opportunité. Comme ici aussi, 52e minute, Saka est lancé dans le demi-espace droit, centre en retrait, pied droit, Jesus s'arrache et il est juste un petit peu trop court. C'est un truc dont on parle depuis un moment maintenant. Est-ce qu'il manque un tueur à Arsenal, vraiment un gars pour punir? Je ne sais pas si c'est ce match qui l'illustre le plus, mais Jesus est juste un petit peu trop court dans une action qui ressemble à un but. Ça ressemble à un but Manchester City 2020 avec Sané qui centre en retrait. Pour qui en vrai? Souvent pour Gabriel Jesus justement, ou pour d'autres, peut-être un Foden qui arrive lancé, ou même Sané au bout d'un centre de quelqu'un d'autre. Mais ça va pas au fond. Comme là, il y a un petit mouvement, mais il part un petit peu trop tôt, je pense, qu'à Havertz pour être vraiment servi par Martin Odegaard. Encore une fois, c'est pas super bien joué. Et derrière, Odegaard tente l'exter-pied gauche et il est catastrophique. Facilement coupé par Rico Lewis. Odegaard vraiment dans un mauvais jour, j'ai trouvé. C'est assez peu caractéristique. Et cette partie aurait bénéficié de plus de lumière de Martin Odegaard. C'est rare de sa part et du coup, moi, ça m'a particulièrement marqué. Ça a vraiment été un match des défenses. Et Saliba notamment a été immense. Saliba, Gabriel, irréprochable, tir contré de Manchester City qui a eu pas mal de tirs contrés, je pense. Si on regarde le nombre de tirs, est-ce qu'on peut le voir ici? Tirs contrés, 4 tirs. 4 sur les 12 pour Manchester City. 7 non cadrés donc. Ouais, c'est un total assez famélique. J'ai dit un tir cadré pour Arsenal, pardon, c'était 2. 2 sur les 6, un seul tir cadré pour City sur ces 12 tentatives. Parce que ouais, généralement, ça finissait comme ça. Et cette défense a été très très difficile à franchir. Ça c'est, je pense, le plan de jeu, aussi résumé par les remplaçants qui ont été faits. À la 65e minute, Arsenal fait entrer Partey et Tomiyasu, il me semble, à la place de Jorginho et Kivior. Alors que 2 minutes plus tard, City a fait entrer Doku et Grealish. Il y a un coach qui fait entrer Doku et Grealish, l'autre qui réplique en faisant entrer Tomiyasu et Partey. Je crois que ça dit pas mal de choses. Aussi sur la continuité de l'action, Raya, gain de temps. Donc là, ça commence à me mettre sur la piste que ouais, ça leur va bien le 0-0. 0-0 à l'Etihad quand tu restes sur 8 défaites consécutives dans ce stade, que tu as des démons à exorciser, ça te va bien. Et gain de temps, ok, on le voit sur l'action d'après, c'est sur le dégagement d'après. Jesus aussi prend un carton jaune pour gain de temps. Donc ouais, je pense que c'est une situation qui convenait plutôt bien à Arsenal, qui se sentait dans un soir où honnêtement, peut-être ils auraient pu jouer 180 minutes et pas encaisser de but. Encore une fois, Saliba a été immense, logiquement élu homme du match par Gary Neville à la fin. Et City, même s'ils ont eu une petite phase, là, une petite séquence où ils étaient très entreprenants autour de la surface de réparation d'Arsenal, là, je me souviens à ce moment, ça dure genre 3-4 minutes, du jeu dans les petits périmètres, beaucoup de Bernardo Silva, de De Bruyne, de Grealish, ça a essayé de combiner. Bah, franchement, Arsenal résiste super bien. Haaland est bien contrôlé. Il n'y a pas de jeu facile. Il n'y a pas de gars qui craquent. Et ouais, juste Raya fait encore gain de temps. Et cette fois, lui aussi prend un jaune. Mais ouais, je pense le plan de jeu a plutôt bien marché. Ici, il y a une énorme opportunité. Parce que Martin Odegaard trouvé dans le demi-espace comme ça, dans l'interligne comme ça, avec un avant-centre lancé.
Même il y a Martinelli là qui est entré en cours de jeu, qui avait marqué le but dans le money time à l'aller, qui aurait pu être la solution. Là, il semble qu'il y a vraiment quelque chose à faire et ça ressemble vraiment pas à Martin Odegaard de rater de manière vraiment désastreuse cette ouverture. Elle est topée et facilement coupée par Gvardiol, qui a été bon aussi, faute de frustration en plus dans la foulée d'Odegaard. Ouais, ça s'est vu, il était vraiment pas dans un bon jour. Gvardiol a été pas mal, City aussi a bien défendu. Sur cette transition, le moment peut-être décisif, Trossard touché, il y a Martinelli de l'autre côté, pour le coup 2 remplaçants offensifs qui ont été faits à la toute fin. Peut-être que c'était ça aussi l'idée, résister puis piquer vraiment à la fin. Gvardiol couvre bien l'espace et prive Trossard, qui aurait pu peut-être plus vite la jouer, mais prive Trossard à la fin d'une passe tueuse. Et Arteta est démoralisé parce que peut-être que ici, si le contrôle est meilleur ou si tu la mets en une touche, il y a quand même la vitesse de Martinelli à trouver. Mais ouais, c'est à l'image d'une équipe qui a très bien défendu et qui est la meilleure défense d'Angleterre cette saison, mais qui n'a pas super bien attaqué. Et du coup, c'est peut-être logique qu'on ait 0-0. Comme j'ai dit, William Saliba, homme du match, premier joueur de son équipe avec le plus de duels remportés, 7. Premier joueur de son équipe avec le plus de possessions gagnées, 8. Premier de son équipe avec le plus de passes réussies, de tacles réussis, de ballons touchés. Ouais, Saliba a fait un grand match à l'image d'une équipe qui a super bien défendu, mais qui perd la tête, qui cède le fauteuil de leader à une équipe qui a désormais totalement son destin entre ses pieds. Si Liverpool remporte les 9 derniers matchs de la saison, ils sont champions. Et il n'y a plus de matchs contre Arsenal, plus de matchs contre Manchester City. Donc potentiellement, enfin mathématiquement, Arsenal et City, eux, n'ont plus leur destin entre leurs pieds. Il faut un faux pas de Liverpool. Ça, c'est quand même un enseignement assez important. Après, gagner 9 matchs d'affilée en Première Ligue, c'est pas évident. Et qu'est-ce qu'on a dit, le calendrier de Liverpool, si on le recheck rapidement, il y a Sheffield United jeudi, déplacement à Old Trafford dimanche. Ouah, ça enchaîne. Dimanche 16h30, déplacement à Old Trafford. Ça va être chaud, ça. Crystal Palace, donc, Fulham, Everton, West Ham, Tottenham, Aston Villa, les Wolves. Ouais, pas facile d'aller gagner ces 9 matchs. Mais Liverpool, pour la dernière saison de club, c'est intéressant. Et bon, même si c'était pas un pur match, franchement, c'était un match, disons, assez terne, pauvre en occasion. Mais ce choc où personne veut lâcher, et il y a au moins une qualité défensive et une vraie intensité, ça on peut rien redire. J'ai bien aimé l'arbitrage aussi, il n'a pas donné de jaune, ok c'est vrai, peut-être qu'il y a certains moments où il aurait pu, mais c'était extrêmement fluide quand même. Ouais, c'était pas le meilleur match, mais disons statu quo, et le suspense reste entier. Cette première ligue va continuer à être terriblement enthousiasmante. On espère simplement des chocs de meilleure qualité, à commencer donc par le week-end prochain à Old Trafford. C'est bien Old Trafford, ouais, entre Manchester United et Liverpool. Les amis, j'espère que ce petit débrief express rapide vous a plu. On se retrouve ce soir, là, dans quelques heures, je pense vers minuit, pour l'analyse d'OM PSG. Et aussi lundi, là, ce lundi, 16h, vidéo très spéciale. Je l'ai teasé un petit peu dans la précédente. Vous attendez, c'est un jour particulier demain quand même. Vous attendez pas à ça, je pense. Vidéo avec Stan. Bref, j'en dis pas plus. Rendez-vous lundi 16h. Soyez là, soyez présents, ça me ferait plaisir. Et je vais la teaser aussi tout à l'heure. Prenez soin de vous les potes. À dans quelques minutes. Et ouais, bisous.